Gérard Filoche, j'entendais tout à l'heure Gérard Longuet qui disait que, en effet, le gouvernement avait manqué de pédagogie. Il reconnaissait quand même ça. Alors, vous êtes un pédagogue. Hein, à longueur d'année, vous vous démenez dans tous les sens, dans tous les coins pour essayer de faire comprendre votre point de vue. Pas seulement votre point de vue, qui est celui aussi quand même assez souvent du PS. Pas toujours, mais assez souvent du PS. Alors, est-ce que vous pouvez, en bon pédagogue, nous expliquer ce qu'on fait là, ce que font ces centaines de milliers de gens autour de nous, peut-être des millions, on va voir le résultat ce soir. Quelle est la revendication? Quel est l'essentiel de cette revendication? Oh, en fait, ils défendent l'ordre public social. L'ordre public social. C'est-à-dire un ordre public où il y a des choses en commun entre tous les salariés, où ils peuvent défendre leur durée du travail dans la vie, comme dans la semaine, avec des salaires. C'est les idées qu'ils ont tous en tête. Contre un président qui fout la pagaille depuis 3 ans, qui s'attaque à tout, à la santé, au salaire, à l'emploi et maintenant à la retraite. Et donc le point commun, parfois vous savez les gens ils luttent sur plein de choses, puis il y a un seul but qui s'impose. For one single issue, ils disent. One single issue. On a là un seul but, c'est les 60 ans. Parce que ça concentre tout en fait. Comment voulez-vous qu'on nous dise travailler plus alors qu'à 60 ans, le corps humain, même si on vit plus longtemps, le corps humain est usé. Gérard Filoche, ça c'est un des arguments quand même. Bien sûr. La vie s'allonge. Bien sûr. La vie s'allonge, la France est pauvre. Enfin, la France n'est peut-être pas pauvre, mais la France est en crise. Voilà deux arguments. Donc, on vit plus longtemps, donc ça va coûter plus cher. Donc, il faut faire des sacrifices. Deuxièmement, pourquoi faut-il faire d'autres sacrifices? C'est que la France est en crise, il faut se serrer les coudes, solidarité. Voilà deux arguments principaux dans la pédagogie de vos adversaires. Alors j'y réponds tous les soirs dans les meetings que nous faisons avec Attac, Copernic et toute la gauche. Alors le premier, on vit plus longtemps. Qui est le on? C'est pas tout le monde, hein. Il y en a, Madame Parizeau, elle voit des centenaires partout. Il y en a qui voient des nains partout, elle voit des centenaires partout. Mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est 63 ans pour les hommes, 64 ans pour les femmes et 59 ans pour les ouvriers. Et il y a 7 ans d'écart d'espérance de vie entre celui qui a le boulot le plus dur physiquement et l'ouvrier du bâtiment et le cadre. Donc le on, c'est déjà ambigu. Bon. Et deuxièmement, c'est vrai qu'on vit un peu plus longtemps. Un demi-trimestre de plus chaque année, mais c'est fragile. Hein. Un demi-trimestre ou un trimestre? Un demi. Parce qu'un trimestre, quel est votre calcul? Un trimestre, c'est à la naissance. Parce qu'on peut faire reculer la mortalité infantile, on peut réduire les accidents de la route, mais quand on arrive à 60 ans... Ça allonge en moyenne. En moyenne. En moyenne. Mais quand on arrive à 60 ans, ça s'allonge moins vite. On gagne la moitié, et c'est bien le Conseil d'orientation des retraites qui le calcule. Et donc à partir de là, il faut regarder, parce que depuis le début, qu'il y a tous ces débats sur les retraites depuis une dizaine d'années, il y a déjà avec la loi Fillon, il y a eu plus de 2 ans qui ont été pris en rallonge pour travailler, pour avoir les annuités. Mais ça correspond déjà à ce qu'il y a comme allongement de l'espérance de vie. Alors, c'est déjà pris par le travail. Ils l'ont déjà repris. Au lieu que ce soit attribué au bonheur de la retraite, ça a été conservé à la violence et à la souffrance du travail. Déjà. Bon, ensuite, même si on vit un peu plus, le on étant pas tout le monde, la biologie du corps humain n'a pas été modifiée entre 55 et 65 ans. On n'est pas à l'époque de Zola quand même. Mais si, bien sûr. Vous avez déjà vu l'ouvrier derrière son marteau-piqueur? Vous avez déjà vu? Vous voulez qu'une infirmière elle vous pique dans le bras à 63 ans, elle mettra ses lunettes avant de trouver la veine? Vous voulez qu'un instituteur il fasse sa 42e rentrée et puis qu'avec ses 35 gamins, vous croyez que c'est pareil qu'au début de sa carrière? Vous avez déjà vu une femme de service dans les gros restaurants d'entreprise que je contrôle et où elle pousse les chariots? Et quand elle a 57 ans, elle ne peut plus le faire. Qu'est-ce que c'est que les nettoyeurs? Ils sont le matin, c'est de l'huile de coude dans les bureaux. Et quand on a 55, 56, c'est plus du tout pareil pour tout le monde. Et puis il n'y a pas que les métiers dangereux, il y a le travail de nuit. Bon, ça fait quand même quelques centaines de milliers de personnes. Il y a le travail posté, ça fait encore pas mal de monde. Et c'est dur ça. Et puis ensuite, après, les risques, ils sont partout. Parce que c'est plus Zola, vous avez raison. Ce ne sont plus les coups de grisou qui tuent, mais les accidents cardiaques et vasculaires. Et ça frappe dans les bureaux aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils travaillent 15 heures. Hein. Moi, j'ai déjà vu ça. Le gars, il avait 54 ans. Il sort de son bureau après une journée de 15 heures. Il marche avenue du 4 septembre, il tourne rue de Richelieu. Il s'effondre, un infarctus massif, il meurt. Et qu'est-ce que dit la boîte? Elle dit c'est pas un accident du travail. Non, c'est un accident du trajet. Ça se discute. Ils disent non, il était cardiaque. Oui, mais s'il n'avait pas fait une journée de 15 heures ce jour-là, peut-être ce ne serait pas ce jour-là qu'il serait mort. Parce qu'il y a un rapport et il y a beaucoup d'études à faire sur les 180 000 accidents cardiaques et vasculaires qu'il y a dans ce pays.
probablement la moitié sont liés au travail. Et donc en fait tous les secteurs sont à risque. Vous savez, les assurances, elles ont ce qu'on appelle des tables de mortalité. Elles calculent que si vous travaillez 1 an de plus, vous vivrez 6 mois de moins. Vous travaillez 2 ans de plus, vous vivrez 1 an de moins. J'avais vu, il y avait une pub sur TF1, comme toujours, il y a quelques années, où ils avaient interviewé un chauffeur de bus dans un autre pays. Et il avait 68 ans, le gars. Il conduisait son bus. On lui avait mis une caméra sur l'épaule. Puis il disait, bah oui, je travaille encore, parce que comme ça, j'aurai une meilleure retraite. Oui, mais il meurt à 72. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la retraite à 60 ans et l'espérance de vie. Et je dirais même plus qu'un rapport. Parce que c'est grâce à la retraite à 60 ans si on vit plus longtemps. Et si on met le mécanisme inverse, on réduira l'espérance de vie. Puis c'est fragile l'espérance de vie. Parce qu'en 2003, en France, elle a reculé. Simplement avec la canicule, avec 15 000 personnes, et on a eu 1 mois d'espérance de vie en moins cette année-là. C'est la seule année sur 60 ans. Donc ça montre bien que c'est un calcul basé sur des moyennes. Bah oui, et donc c'est pas si simple que ça d'étudier ce qui se passe entre 55, 56, 60 ans. Parce que c'est pas un hasard s'il y a 2 salariés sur 3 qui sont inaptes, malades, licenciés ou au chômage à partir de 55, 56, 57 ans. C'est pas seulement parce que leur salaire est plus important que les boîtes les virent, etc. C'est qu'il y a une usure. Et tout le monde le ressent quelque part. Même celui qui est en bonne forme, il peut toujours être en bonne forme, se payer encore du tennis s'il est cadre, et puis pouf, ça craque le soir. Alors, la France est en crise, nous sommes en crise, nous sortons, pas nous en tout cas, peut-être les Allemands sortent-ils de la crise. Il y a là un problème quand même pour le financement de ces retraites. Attendez, on n'est pas en crise pour tout le monde. Les 500 premières familles ont gagné 80 milliards d'euros de plus l'année dernière que l'année d'avant. Le CAC 40 vient de faire un bond dans les jours derniers de 85% d'augmentation de profit. Il y a toujours, du point de vue des niches fiscales, 72 milliards qui ne sont pas récupérés sur les riches, bouclier fiscal et impôt sur la fortune et tranche d'impôt sur le revenu compris. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'argent. La France n'a jamais été aussi riche. Ils nous la disent, la crise. La France n'a jamais été aussi riche. Jamais. Et les richesses aussi mal partagées. Là aussi, c'est une moyenne. Non, je ne vais pas le dire comme ça. La France n'a jamais été aussi riche quand on prend la totalité de la production de richesse qu'elle peut avoir, mais en même temps, les richesses n'ont jamais été aussi mal réparties, c'est-à-dire qu'il y a 5% des gens qui accaparent tout et qui ont l'essentiel du patrimoine. Et après, le salariat qui produit les richesses, c'est 92% de la population active, mais lui, il ne reçoit pas la part qu'il mérite. Alors ce qu'on vous oppose à chaque fois que vous dites ça, on vous dit « Ah, mais on ne peut pas taxer ces hauts revenus parce qu'il faut investir. L'investissement, c'est la croissance c'est l'emploi. Et l'emploi, ça vous touche, Gérard. Oui, c'est le blabla qu'on entend tous les jours. Oui, mais c'est du blabla. La radio, moi je vais retourner à l'envers. Parce que on produit, le taux de productivité horaire en France est le plus élevé au monde. On a fait des bonds considérables. Et même le Conseil d'orientation des retraites dit que dans les 40 ans à venir, on va doubler le produit intérieur brut. Alors moi, je ne suis pas un fanat de la notion de produit intérieur brut, mais je les écoute dire ça. On va passer de 1 900 milliards d'euros à 3 800 milliards d'euros. Donc le gâteau sera au fur et à mesure beaucoup plus gros à partager. Donc on peut choisir de le donner pour les retraités plutôt que de mettre l'argent dans les îles Caïmans, les hedge funds et les autres subprimes. C'est une question de choix de ce point de vue. Ensuite, après, comment partager? Moi, je ne sais pas de meilleure façon. En gros, comme on dit souvent, de taxer le capital que d'augmenter les salaires. Parce que c'est quand même le moyen le plus direct, le plus évident. Ils ont encore été bloqués dans les 2 dernières années. Ça vient d'être révélé. Et en fait, il y a un recul, puisqu'il y a eu un siphonnage de tous les... Il y a eu un siphonnage des salaires par les profits qui a été énorme. On dit 8,5, 9 points. Siphonnage, c'est-à-dire qu'il y a un transfert de ce que pouvait avoir la part des salaires par rapport à la part des profits. C'est une chose qui est quasi acquise aujourd'hui que de constater ça. Et ça représente des dizaines et des dizaines de milliards. Donc tout ça, c'est sur la table. Alors comment faire? Si on augmente les salaires, c'est pas vrai que notre compétitivité soit moindre. Ce que vous voulez dire, c'est que sur les dividendes des actionnaires, il n'y a pas de prélèvement social. Ah bah non, même sur des choses qui ont été inventées à la place des salaires, comme l'intéressement ou la participation. Ce sont des choses sur lesquelles il n'y a pas de cotisation sociale. Et donc là, il y a plusieurs milliards aussi à récupérer. Et quand on augmente les salaires, en même temps, évidemment, on fait rentrer de l'argent dans les caisses. On n'a pas tellement un problème de déficit en France, on a un problème de recettes. C'est pas tellement un problème de dette, c'est un problème de recettes. Comme ils ont baissé les recettes, c'est-à-dire qu'ils ont baissé les impôts. Les recettes viennent des impôts. Les impôts sur la société et les impôts sur les fortunes. Ils les ont tellement baissés. Bien sûr, ils les ont tellement baissés que c'est en fait de là que vient le vrai déficit. C'est pas ce que dit Madame Parizeau, votre amie Madame Parizeau. Non, c'est ma préférée celle-là. Jusque-là. Eh ben c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que les dépenses publiques, par exemple, aujourd'hui, ça fait 14 ans qu'elles baissent. Faut le dire ça aux Français. 14 ans. Le pic des dépenses publiques est en 1996. Donc depuis 14 ans, elles ont baissé. Et s'il y a un déficit, c'est donc pas à cause des dépenses publiques, c'est pas parce qu'on dépense trop. C'est parce qu'ils ont supprimé ce qui rentrait en faisant les cadeaux aux riches. Même il a fait 35 milliards d'emprunts, Sarkozy. Alors, ça veut dire, ce qu'on ne prélève plus aux riches, on leur emprunte.
et on leur le rend à un taux élevé. Et on dit aux pauvres, regardez, on ne peut pas payer, abandonnez-vous.